L'aéroport principal de Port-au-Prince est devenu l'un des symboles les plus frappants de la crise haïtienne. Sa fermeture prolongée aux vols civils réguliers n'a pas seulement interrompu des liaisons aériennes. Elle a séparé des familles, retardé des soins, bloqué des déplacements urgents, pénalisé des étudiants, freiné des activités économiques et renforcé l'isolement d'un pays déjà soumis à une pression extrême. Pour la population haïtienne, cette fermeture n'est pas un simple détail administratif. Elle représente une épreuve supplémentaire dans une crise qui touche déjà la sécurité, l'économie, la vie politique et la souveraineté nationale. Mais pendant que les citoyens ordinaires subissent les conséquences de cette paralysie, une interrogation de plus en plus lourde traverse l'opinion publique. Si l'aéroport reste fermé aux vols civils, qui continuent à l'utiliser, selon quelles règles, avec quelles autorisations et dans quel but? C'est cette question qui alimente aujourd'hui l'une des polémiques les plus sensibles autour de Port-au-Prince. Au centre de cette affaire apparaissent plusieurs noms qui suscitent une forte tension politique. Éric Prince est cité dans le débat comme un acteur étranger dont les activités en Haïti soulèvent de sérieuses interrogations. Didier Fils-Aimé est lui aussi associé à ce dossier dans les accusations qui circulent. Henry Wooster, de son côté, est présenté par de nombreux critiques comme une figure diplomatique trop engagée dans les affaires politiques haïtiennes. Ces trois noms concentrent aujourd'hui une grande partie des soupçons, de la colère et des interrogations sur la manière dont certaines décisions seraient prises autour de l'aéroport de la capitale. Le cœur de la controverse est simple à comprendre. Beaucoup d'Haïtiens ont le sentiment que l'aéroport est fermé au pays réel, mais qu'il resterait disponible pour des circuits privilégiés. Autrement dit, ce qui serait interdit à la population, aux voyageurs civils et aux compagnies aériennes ordinaires ne le serait pas nécessairement pour des appareils privés, des opérations spéciales ou des réseaux bénéficiant d'une protection politique. C'est cette impression d'inégalité qui nourrit la colère, car lorsqu'un peuple a le sentiment que l'accès à sa propre porte d'entrée nationale dépend d'arrangements opaques, la crise cesse d'être seulement logistique. Elle devient politique, morale et nationale. La question de l'usage d'un aéroport civil dans un contexte de sécurité dégradée est particulièrement sensible. En principe, une infrastructure civile existe d'abord pour le transport civil, pour la circulation des personnes, des marchandises et des services essentiels. Lorsqu'un tel espace devient partiellement ou totalement soumis à des logiques sécuritaires, exceptionnelles ou privées, il faut une transparence absolue. Les règles doivent être claires, les autorisations doivent être connues. Les responsabilités doivent être identifiées. Sans cela, chaque mouvement d'appareil devient suspect, chaque dérogation devient explosive et chaque silence officiel devient, dans l'esprit du public, la preuve d'un agenda caché. Dans ce dossier, une idée revient avec insistance. L'aéroport de Port-au-Prince, fermé aux vols civils, servirait malgré tout de point d'appui à des activités liées à Éric Prince. Selon cette lecture, il ne s'agirait pas simplement d'un accès exceptionnel ou ponctuel, mais d'un usage plus stratégique de l'espace aéroportuaire, voire d'une fonction de plateforme logistique. Cette perception est encore plus sensible parce qu'elle se combine à une autre accusation, celle selon laquelle Haïti pourrait être utilisée comme point de passage dans des opérations dépassant largement le territoire haïtien, notamment dans un cadre lié au Venezuela. Si cette idée s'installe dans l'opinion, l'aéroport n'apparaît plus comme un espace national temporairement fermé pour raison de sécurité, il apparaît comme un espace soustrait à la nation au profit d'intérêts extérieurs. C'est là que le dossier prend une dimension géopolitique. Haïti ne se trouve pas seulement face à une crise interne. Le pays se trouve aussi à la croisée d'intérêts régionaux, de calculs diplomatiques, de logiques de sécurité, d'influence privée et de rivalité de pouvoir. Lorsque l'un des points d'accès les plus stratégiques du pays devient l'objet de soupçons aussi graves, la question posée n'est plus seulement de savoir quand les vols civils reprendront. La vraie question devient de la suivante. Qui contrôle réellement les portes d'Haïti? Cette interrogation touche au cœur du problème haïtien actuel. Les autorités nationales prennent-elles pleinement les décisions? Les partenaires étrangers influencent-ils les arbitrages majeurs? Les intérêts sécuritaires, diplomatiques ou privés dictent-ils certaines priorités? Les institutions haïtiennes disposent-elles encore d'une marge réelle de commandement sur des infrastructures essentielles?
Tant que ces questions restent sans réponse claire, la défiance ne peut que s'aggraver. Henry Wooster se retrouve dans ce débat parce qu'une partie importante de l'opinion haïtienne considère que la diplomatie étrangère ne se contente plus d'accompagner les évolutions du pays, mais pèse directement sur elle. Pour beaucoup, le problème ne réside pas seulement dans des déclarations publiques ou dans une présence diplomatique active. Le problème réside dans l'impression que des décisions centrales pour l'avenir d'Haïti seraient prises sous influence extérieure. Cette perception était politiquement dévastatrice car un peuple peut supporter des difficultés. Il supporte beaucoup plus difficilement le sentiment que sa souveraineté lui échappe. Éric Prince, quant à lui, symbolise dans l'imaginaire politique contemporain un autre phénomène mondial, la privatisation de la sécurité. Dans plusieurs zones de crise à travers le monde, des acteurs privés se présentent comme capables d'apporter efficacité, expertise et rapidité là où les États échouent. Mais cette logique soulève toujours la même question fondamentale. Quand la sécurité cesse d'être strictement encadrée par des institutions nationales légitimes, au service de qui agit-elle réellement? D'un gouvernement, d'une mission précise, d'un intérêt privé? D'un partenaire étranger, d'un contrat, cette ambiguïté suffit à provoquer une énorme tension dans un pays comme Haïti où la question de la souveraineté reste au centre de presque tous les débats. Pendant ce temps, ce sont les citoyens qui paient le prix le plus lourd. Les malades ont plus de difficultés à voyager. Les familles doivent passer par des itinéraires plus coûteux et plus longs. Les entreprises perdent du temps et de l'argent. La diaspora se heurte à des obstacles supplémentaires. Les étudiants et les professionnels voient encore une porte se fermer devant eux. Chaque semaine qui passe sans réouverture normale creuse un peu plus le fossé entre ceux qui disposent encore de canaux d'accès et la majorité qui reste exclue. C'est pourquoi l'aéroport de Port-au-Prince n'est plus seulement une question technique. Il est devenu un test de souveraineté. Si l'État haïtien était capable d'expliquer clairement les raisons de la fermeture, les conditions exactes de la réouverture, les étapes de remise en service et les règles applicables à tous, alors la confiance peut commencer à revenir. Mais si l'opacité demeure, si des exceptions existent sans explication publique et si la population continue à avoir le sentiment que l'accès à l'aéroport dépend d'arrangements invisibles, la crise de confiance continuera à s'approfondir. Le message adressé à la population haïtienne dans ce contexte est fort, mais il doit être formulé avec responsabilité. La réouverture réelle de l'aéroport ne viendra pas d'une résignation passive. Elle ne viendra pas non plus d'un simple espoir placé dans des acteurs extérieurs. Elle exige une pression nationale, civique et politique exercée par les citoyens, la société civile, les médias, les acteurs économiques, la diaspora et toutes les forces qui refusent que l'une des portes stratégiques du pays reste fermée au peuple tout en étant perçue comme ouverte à des réseaux privilégiés. Cela ne signifie pas le chaos. Cela signifie l'exigence ferme de transparence, de responsabilité et d'égalité. Car aucune puissance étrangère ne reconstruira la souveraineté haïtienne à la place des Haïtiens. Aucun contrat privé ne remplacera la légitimité d'institutions nationales solides. Aucun discours sur la résilience du peuple ne peut suffire lorsque ce même peuple continue à supporter seul l'écoute de décisions qu'il ne contrôle pas. La résilience ne doit jamais servir d'alibi à l'injustice. Un peuple n'a pas vocation à être seulement résilient. Il a vocation à être respecté, entendu et maître de son destin. L'affaire de l'aéroport de Port-au-Prince révèle donc plusieurs fractures en même temps. Elle révèle la fracture entre la population et les autorités. Elle révèle la fracture entre souveraineté nationale et influence étrangère. Elle révèle la fracture entre usage civil d'une infrastructure et soupçon d'usage stratégique réservé à certains acteurs. Elle révèle surtout une fracture de confiance. Et lorsqu'un peuple commence à croire que son propre aéroport ne lui appartient plus vraiment, c'est le lien même entre l'État et la nation qui se fragilise. Au fond, la question dépasse largement les noms d'Éric Prince, de Didier Fils-Aimé et de Henry Wooster. Ces noms cristallisent la colère du moment, mais le problème est plus vaste. Il touche à la capacité d'Haïti à contrôler ses infrastructures, à fixer ses priorités, à imposer ses règles et à défendre son intérêt national dans un environnement régional et international marqué par les rapports de force. Voilà pourquoi ce dossier prend une telle importance. Il ne concerne pas seulement des avions, des autorisations ou des réseaux. Il concerne la place du peuple haïtien dans les décisions qui façonnent son propre territoire. Si les autorités veulent calmer
la suspicion, elles doivent parler clairement. Elles doivent préciser ce qui empêche la reprise normale des vols civils. Elles doivent expliquer qui a accès à l'aéroport, dans quel cadre, pour quelle durée et sous quelle responsabilité. Elles doivent démontrer que l'intérêt général haïtien prime sur toute autre considération. Et si elles ne le font pas, la colère populaire continuera de grandir parce qu'aucune nation n'accepte indéfiniment que sa principale porte d'entrée lui soit fermée dans le flou. Le véritable enjeu est donc limpide. La réouverture de l'aéroport ne sera pas seulement une question de trafic aérien. Elle sera une épreuve de vérité pour l'État haïtien. Soit le pays reprend clairement le contrôle de son espace stratégique dans la transparence, soit le doute continuera à nourrir l'idée que d'autres décident à sa place. Et dans une nation déjà meurtrie par les crises, le doute prolongé devient lui-même une force de déstabilisation. C'est pourquoi cette affaire dépasse le simple cadre d'un scandale ponctuel. Elle pose une question fondamentale au peuple haïtien. Qui détient réellement l'autorité sur les infrastructures vitales du pays et au nom de qui cette autorité s'exerce-t-elle? Tant que cette réponse ne sera pas apportée avec clarté, fermeté et respect de la souveraineté nationale, l'aéroport de Port-au-Prince restera bien plus qu'un lieu fermé. Il restera le symbole d'un pays qui cherche encore à reprendre possession de lui-même. Pour ne rien manquer des dernières évolutions, abonnez-vous dès maintenant à Chroniques Éternelles. Activez la cloche, partagez cette information et dites-nous ce que vous en pensez.